Bonjour, c'est Cryptolis, bienvenue dans la quotidienne, notre rendez-vous de 8h du lundi au vendredi pour analyser les news crypto, l'évolution du marché pour pouvoir savoir ce qui s'est passé et ce qui va se passer. On commence par les nouvelles, déjà un petit commentaire qui m'a été fait lors de la dernière vidéo. A priori, j'ai fait une erreur lors de l'explication au niveau de la commission Econ et du vote de Mika. J'avais dit qu'ils étaient très peu présents et on m'a repris notamment Nizio, merci, qu'en l'occurrence ils étaient 61 sur la totalité et qu'ils étaient 56 votants sur 61, donc du coup c'était un taux de présentiel très fort. Alors, par contre les 61 je les ai pas trouvés en recherchant, j'ai trouvé 116 membres, donc ça fait quand même un taux de présentiel de moins de 50%, enfin de plus de 50%, à peu près 50%, allez, on va dire, de présentiel. Donc en l'occurrence je trouve qu'on a quand même de la marge sur de l'évolution possible, alors que ce soit négatif ou positive sur les prochains votes, donc il va falloir vraiment surveiller ça par rapport aux évolutions sur la législation MiCA. Voilà. On attaque ensuite Ethereum Blockchain, enfin la startup, pardon, la compagnie qui est spécialisée autour d'Ethereum, qui s'appelle Consensus, a annoncé justement la fin de financement de 450 millions de dollars. Alors, si vous ne connaissez pas Consensus, c'est notamment ceux qui sont derrière MetaMask, et donc c'est quand même une grosse levée de fonds. Donc on voit que malgré le fait que le marché en lui-même manque de liquidité, la technologie continue à lever des fonds et trouve de la liquidité pour pouvoir évoluer. Et ça, c'est excessivement bullish sur le très long terme, et c'est ce qui me fait croire justement à l'évolution générale des crypto-monnaies et de la blockchain en global sur la totalité de l'évolution qui va arriver dans les mois à venir et dans les années à venir. Autre chose, nous avons Joseph Lubin, donc qui est le fondateur de Consensus et d'ailleurs cofondateur de Ethereum, qui justement se questionne et questionne le monde sur la sustainabilité de Solana par rapport à son évolution. Et il remet en cause justement le fait que les rewards sont peut-être trop élevés sur le stacking par rapport au business model que peut avoir le network. Donc à voir exactement ce qui va se passer, mais comme d'habitude on retrouve un petit peu de slashing qui se fait au niveau des différents blockchains et des différentes tout simplement acteurs de la blockchain, et je trouve ça intéressant de voir qu'il y ait ce type de joute verbale qui a lieu. On continue dans les levées de fonds, nous avons Stellar Development Foundation, donc je vous en ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps, qui a lancé en tout cas un co-investissement de 30 millions de dollars. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils co-investissent avec tout simplement les créateurs de projets sur leur blockchain à hauteur de 5 millions maximum par projet, et donc sur un pool price total de 30 millions. Donc voilà, on est dans un schéma où on veut faire croître l'écosystème de Stellar, et donc pour ça on investit tout simplement dans les projets qui se construisent sur sa propre blockchain, ce qui est logique. Ensuite, nous avons encore deux autres nouvelles. La première, c'est que Visa invite justement des étudiants à être chez eux à travers un projet de 18 mois pour travailler autour de la crypto et du développement de la crypto. Et le but derrière, clairement, c'est de designer un environnement et de créer une équipe entièrement dédiée à la cryptocurrency et au futur de la cryptocurrency. Donc on voit que même Visa commence à clairement s'y intéresser et à voir les bénéfices qu'il y a dessus. Donc voilà, c'est encore excessivement bullish au niveau de base de la blockchain, pas forcément que de la crypto, mais vraiment de la blockchain, de la technologie qui se trouve derrière. Je vous ai dit que le marché est en manque de liquidité, et malgré ça, la SEC refuse encore des ETF spot. Donc on a eu l'acceptation des ETF sur les futurs qui ont eu lieu l'année dernière. Malheureusement, tout ce qui est sur le spot est systématiquement refusé pour un manque de transparence et de législation au niveau de tout simplement la détention de cryptocurrency, et c'est excessivement dommage. Ce qu'on retient vraiment, c'est qu'on a toujours un marché en manque de liquidité, et on va voir un petit peu ça par la suite. Rejoins-nous sur Discord, tu y retrouveras notamment ma stratégie d'investissement qui est disponible gratuitement. Je montre comment je construis mon bag, le fonctionnement de mes optimisations, quand acheter, quand vendre, tout pour éviter justement les principaux pièges. Si tu aimes mon contenu, like, partage et abonne-toi, ça m'aide énormément. Pour la partie technique, je vous fais un rappel, nous sommes en vague 1, vague 2, vague 3 d'Elliott, avec cette vague 3 qui s'est terminée en avril 2021. Nous sommes dans le retracement de la vague 4, composée en A, B, C, avec la A
qui est égale à l'heure actuelle à la C. Nous attendons la grande 5 pour pouvoir repartir. Et on voit que cette C est découpée en 1, 2, 3, 4, 5. Et nous sommes en attente du 5e mouvement pour pouvoir valider ici un schéma de Wyckoff. Schéma de Wyckoff qui est une accumulation avec ici le point bas, le sign climax, qui attend d'être pris par un STB, donc une prise de liquidité du point bas, voire une deuxième prise de liquidité du point bas, donc descendre 2 fois, faire des plus bas 2 fois encore, pour pouvoir repartir à la hausse. Donc ça, c'est clairement de la manipulation de marché, c'est le principe de Wyckoff qui a lieu. Ici, nous avons aussi une grande schématique de Wyckoff avec un BC AR ST. ST a pris le BC, donc du coup, nous sommes dans une réaccumulation. Et ici, nous sommes dans un saut. Donc, idéalement, nous devrions descendre en dessous de l'AR pour prendre la liquidité au niveau de l'AR, pour pouvoir après refaire des plus hauts. Ce qui est le principe. Mais dans une réaccumulation, nous avons aussi la possibilité de ne pas prendre l'AR. Donc, ça a déterminé. Mais, dans le schéma que l'on défend pour l'instant, et qui n'est pas invalidé, qui sera invalidé uniquement sur une clôture au-dessus des 52 000, c'est qu'étant donné que nous avons fait une extension au niveau de la B, nous avons un risque d'extension au niveau de la C, et que si nous devons faire ici une accumulation, nous allons faire des plus bas encore. Est-ce que les plus bas vont descendre prendre la R? Il y a de l'incentive à y aller. Il y a une grosse poche de liquidité qui se trouve en bas, avec notamment les points les plus bas qui ont été tout simplement sur un equal low. Donc on a un renforcement de la liquidité basse, avec un gap qui se trouve ici, qui demande à être comblé. Donc nous sommes toujours dans ce schéma-là. Le problème à l'heure actuelle, et je vous l'ai répété plusieurs fois, c'est que nous sommes en manque de liquidité. Manque de liquidité qu'on retrouve depuis quasiment 15 jours, avec notamment des liquidations qui ont lieu régulièrement. Aujourd'hui, on a liquidé quand même 204 millions de dollars. Mais ce qui est normal, étant donné qu'on a très peu d'acteurs qui sont présents, on va chercher la liquidité là où elle se trouve. Et malheureusement, des fois, ça va être directement sur de la liquidation pure. On voit ici, je vous avais présenté, je vous ai dit que on avait, pour rappel, ici, une augmentation des longues qui avait lieu par rapport à ça, une baisse de l'open interest, donc c'était majoritairement peut-être des spots. Néanmoins, on voit que on a eu ici un gros mouvement donc qui était sur le marché asiatique, tout simplement asiatique, pour pouvoir liquider. Derrière, on a liquidé, on a diminué totalement ces longues, et ensuite on est reparti sur tout simplement quelque chose d'assez plat, sans volume, avec une réaugmentation tout simplement des longues qui y a eu lieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons eu une mèche qui est allée liquider tous ces longues et repartir. Ce qui explique ici les 204 millions qui se trouvent là. On va regarder un petit peu après. Alors, en faisant un petit peu des recherches, je suis tombé sur une analyse d'Econometrix qui tout simplement nous montre quelque chose de très intéressant et je voulais vous partager. Nous avons ce graphique-là qui représente tout simplement le cours du BTC. En haut, nous avons le portefeuille, les évolutions par couleur, tout simplement par type de portefeuille du BTC. Donc plus nous sommes dans les bleus, plus on a un changement négatif, donc plus ils vendent. Plus on est dans les rouges, plus ils achètent, qu'on a un changement positif par rapport tout simplement au nombre de BTC qui se trouvent dans ces portefeuilles-là. Nous avons donc les différents types, avec globalement sur tout ce qui est au-dessus de 10 BTC considéré comme des whales, tout ce qui est au-dessus de 1K à 10K, donc les excessive whales, voire même ce qu'on pourrait considérer comme des institutionnels privés. Et à côté, nous avons les retail avec less de 1 BTC. Ce qui est intéressant à voir, c'est qu'on commence à voir, on va regarder un petit peu ce schéma qui a lieu déjà sur la remontée que l'on a eue tout simplement à 50 000. Nous voyons que ici, nous avons une distribution qui a lieu au niveau des grosses whales et un achat qui a lieu continuellement au niveau des petits retail et des retail jusqu'à 10 BTC. Donc on a ce schéma ici qui s'est mis en place avec une distribution qui a continué et une augmentation qui s'est plus ou moins faite. On a eu ici une partie d'abandon des 1-10 BTC qui ont commencé à distribuer sur cette partie haute. Donc globalement, c'est les achats qui avaient été faits sur la partie basse et qui ont été redistribués sur ces zones-là. Ce qui est important de noter, c'est que, par exemple, les 100 et 1K BTC ont plus ou moins continué de distribuer sur toute la zone de ranging qui est ici. Alors que les Maxi Whale ont, elles, accumulé tout du lot. Par contre, à côté, on commence à voir quelque chose qui est très intéressant, qui est tout simplement, ici, un petit bout de verre. Un petit bout de verre qui peut être annonciateur de ce que l'on voit ici. D'accord ? Donc on pourrait avoir ici une montée du cours, ça pourrait être annonciateur d'une montée du cours, un petit peu ce qui s'est passé là, une distribution ici que du bleu qui va se faire, donc une distribution
des gros portefeuilles, une achat des retail qui sont en train de se faire, et ici une cassure derrière et un rachat tout simplement des whales. Donc là, il va falloir vraiment faire attention, surtout que nous avons eu ici une augmentation des petits portefeuilles qui ont commencé à monter, bon malheureusement qui potentiellement se sont fait peut-être bait par rapport à une potentielle remontée, mais néanmoins, ce qui est bien ici, c'est que c'est que du spot, donc nous n'avons pas la notion de liquidation comme du futur. Donc ça nous montre justement la confiance que l'on peut avoir. Alors, est-ce que ici c'est peut-être une peur de la régulation qui est en train de se faire? Est-ce qu'il y a des informations que l'on n'a pas? Néanmoins, ce qui est important de voir, c'est qu'on a potentiellement un arrêt de l'accumulation qui s'est effectué à partir d'ici, et globalement qui commence à se retrouver sur quelque chose qui est à zéro, donc un arrêt de la fluctuation, et une potentielle distribution qui est en train de se mettre en place, ici, au niveau des grosses whales. Donc voilà, c'est très intéressant comme analyse, et je voulais tout simplement vous la partager, et qui est symptomatique d'un marché aussi en manque de liquidité, où forcément on va avoir les deux premiers, donc c'est-à-dire les globalement de 100 BTC à 10K BTC, qui vont faire la pluie et le beau temps, parce qu'ils sont capables de bouger le cours, étant donné que nous avons très peu de liquidité. Alors, on avance un petit peu sur ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc un petit rappel de là où on en est. Nous sommes donc sur ces retracements que je vous ai présentés la dernière fois. Nous avons deux schémas de Wyckoff qui se mettent en place. Nous avons... Hop, on va essayer de se mettre comme ça, histoire que ce soit un petit peu plus intelligible. Nous avons ici une distribution verte en BCAR, ST, SO, LPSI. Donc globalement, pas de prise de liquidité du BC, une continuité de la chute. Pour valider ça, il faudrait impérativement ne pas casser, tout simplement, le LPSI et continuer la descente. Descente qui nous amènerait sur une prise de liquidité en dessous des 33 000. Et derrière, nous avons une autre possibilité qui est le BCAR, ST, SO, UT, Orange, donc qui est aussi une distribution de Wyckoff, avec derrière une prise de liquidité de ce niveau plus haut, pour pouvoir après redescendre. Prise de liquidité qui est d'ailleurs annoncée si jamais on fait un retracement A, B, C, avec un A est égal à un C. Ça nous amène un objectif à 47 258. Et ici, cette première impulsion haussière qui a été notée suite à la fin de la B, nous amène en 1,618. Donc pareil, prolongation de Fibonacci, nombre d'or, 46 800 dollars. Donc quelque chose qui est assez fort. Donc nous sommes toujours ici dans quelque chose qui est dans un encéphalogramme plat, quelque chose qui ne réagit pas, que ce soit aux nouvelles fondamentales, et parce qu'on a tout simplement rebooté la notion de Mika, et malgré ça, on n'a eu aucune réaction du marché EU, on n'a eu aucune réaction du marché US. Le marché US est quasiment n'existe pas depuis début mars. On n'a que les marchés asiatiques qui font des mouvements soit haussiers, soit baissiers, soit haussiers et baissiers pour liquider tout. Donc globalement, on se retrouve sur pas grand-chose à se mettre sous la dent, et donc du coup, un manque de liquidité flagrant, et un manque tout simplement, je pense, de confiance sur la totalité de l'avenir ou du marché qui est en train d'être effectué. Au niveau de la divergence dont je vous avais parlé hier, en l'occurrence ici et ici, je vous avais dit qu'il fallait impérativement la surveiller, voir ce qui allait se passer. En l'occurrence, on voit qu'on l'a désarmé et qu'on se retrouve sur quelque chose de classique. Donc pour l'instant, on n'a toujours aucun signe, haussier ou baissier, de ce qui va se passer à l'heure actuelle. On continue un petit peu sur l'analyse, on va aller faire un tour notamment sur l'ETH et le BTC, l'ETH pardon et le BTC. Donc le ratio entre les deux, je trouvais intéressant parce qu'on a eu quand même un mouvement très fort qui a eu lieu hier, haussier baissier, et que malgré ça, on voit que l'Ethereum continue, en tout cas, de résister, et que même pour aller plus loin, l'Ethereum a beaucoup mieux résisté que le BTC, et c'est renforcé par rapport au BTC. Alors, est-ce que c'est le BTC qui lui-même s'est affaibli, ou est-ce que c'est l'Ethereum qui s'est renforcé, étant donné qu'on a eu quand même pas mal de bonnes nouvelles au niveau de l'Ethereum? Donc voilà, c'est à déterminer, mais en l'occurrence, je trouve que c'est intéressant, étant donné qu'on est en train de travailler une zone qui est importante, d'un canal de continuité entre les deux, donc je pense que potentiellement on peut se retrouver sur un Ethereum qui va surperformer dans les mois qui viennent en tout cas, et ce qui pourrait être logique par rapport aux news fondamentales qui aura lieu par rapport à ça. Alors on revient rapidement sur le BTC en 1 heure, je voulais vous montrer un petit peu où on s'est arrêté, on a travaillé la zone du 786 et 41 522. Alors zone qui est importante parce que en l'occurrence, on a liquidé quand même beaucoup de monde et on est allé chercher sur une zone de retracement fort. Donc, est-ce que c'est annonciateur d'une continuité de la baisse pour une reprise baissière ici? Est-ce qu'il y a un pricing
qui est en train d'être effectué sur la nouvelle d'aujourd'hui, donc on n'oublie pas, aujourd'hui il y a la Fed qui parle justement des taux, donc ça va être quelque chose où on va avoir peut-être beaucoup de volatilité, donc il va falloir vraiment faire très attention. Est-ce que c'est la nouvelle que le marché attend? C'est vraiment un petit peu ce qu'on peut se poser comme question, et il va falloir vraiment surveiller ce qui va se passer à ce moment-là, bien clôturer vos positions ou les protéger tout simplement au maximum. Alors, on va faire un point sur les indices, voir justement quelque chose d'intéressant. Nous avons le S&P 500 qui est en cours de retracement, donc ça je vous avais dit qu'en l'occurrence on allait continuer potentiellement un retracement, soit une continuité de la baisse, soit on allait faire un petit retracement pour continuer. Alors est-ce que c'est excessivement bullish parce qu'il y a des informations que l'on n'a pas, mais je pense qu'il est intéressant de noter quelque chose, c'est que on a un impact au niveau du BTC qui est proche de la nullité. D'accord? Donc la notion de corrélation, elle est très très faible. C'est-à-dire qu'on a un BTC à l'heure actuelle qui ne réagit pas ou quasiment pas par rapport aux fluctuations qui peuvent se faire au niveau des indices. Et donc cette décorrélation me questionne sur est-ce que cette corrélation était principalement due à des produits, enfin des actifs financiers qui étaient corrélés entre les indices et tout simplement des produits risqués tels que le BTC, et que ces produits ne sont plus vendus ou ne sont plus commercialisés ou ont disparu. Ça, c'est ma grande question qui est en train de se faire. Et si on regarde un petit peu ici le NAS, c'est encore plus flagrant parce que nous sommes dans une tout simplement continuité d'un retracement qui est en train de se faire. Et regardez, ici on est censé avoir quelque chose qui est excessivement, en tout cas, intéressant, où on repart à la hausse. Et si on regarde ici, on a quelque chose qui est proche du plat. Et si on regarde, d'ailleurs je pense en une heure, ça va être encore plus flagrant. Regardez. Voilà. Ici on a un cours qui repart en hausse, et là, on redescend direct. Voilà, c'est vraiment chaotique. Donc ça veut dire que, est-ce que la corrélation est liée directement à une combinaison de produits financiers qui est en train de disparaître au fur et à mesure, ou est-ce que tout simplement il y a une émancipation des crypto-monnaies du BTC et que le BTC commence à trouver, comme on a pu commencer à le discuter un petit peu les semaines dernières, sa place en tant qu'actif à part. C'est quelque chose qui, en tout cas pour moi, est très intéressant à suivre et qui peut rentrer tout simplement dans le schéma global de régulation de cet actif, des crypto-monnaies, et que ces crypto-monnaies trouvent justement leur place en tant qu'actifs financiers à part, qui ne sont ni une valeur refuge, ni un indice, et qui sont justement quelque chose d'entre les deux, possiblement. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Abonne-toi, partage si t'as aimé, et rejoins-nous sur Discord. C'est avec plaisir qu'on t'accueillera. Et à très vite.